Clotilde Robin, bonjour. Bonjour. Alors j'ai noté que vous êtes vice-présidente du département de la Loire, vous êtes première adjointe de Roanne, vous êtes candidate au sénatorial. Est-ce que vous avez encore le temps d'être infirmière? Je suis infirmière libérale je suis infirmière diplômée depuis 30 ans. 30 ans. 30 ans cette année. Et je suis infirmière libérale depuis 20 ans maintenant. Et je travaille toujours un week-end par mois. Ça rend service encore à mes collègues. Elles me disent que je leur rends service. Et puis je travaille un petit peu plus l'été pour qu'elles puissent prendre des congés. Un week-end par mois, donc j'ai travaillé ce week-end. Et puis voilà. Je suis contente de remettre la mallette sur l'épaule et d'aller voir mes patients. Ça veut dire que quand on parle d'être au contact de la population, vous êtes vraiment au contact de la population? Oui, je pense que en tout cas, je me sens absolument pas en déconnexion. Je suis au contact de la population. J'ai travaillé très longtemps en zone rurale, à faire beaucoup de kilomètres. Je raconte souvent que j'avais la pelle à neige dans le coffre et les bottes, voilà. Et puis maintenant, j'ai un cabinet en ville, dans un quartier politique de la ville, au pied des tours. Et les gens, quand ils vous voient en tant qu'infirmière ou ils sont là un peu pour vous engueuler ou vous demander des choses en tant qu'élu? Oui, c'est une bonne question, parce que depuis que je suis à Roanne, ils ne me voient que comme infirmière. Et quand j'étais en rural, à l'époque, j'ai été élue à Coutouvre, donc une commune de l'Est rouennais, 1000 habitants, et j'étais l'infirmière et l'adjointe de Coutouvre, et parfois il y a un petit mélange des genres. Voilà, donc c'est plus facile pour moi. De infirmière à la politique, qu'est-ce qui vous a donné envie justement de vous engager en politique? C'était quelque chose de familial, c'était un engagement ou c'est au contact de l'humain là aussi que vous avez eu envie de vous impliquer? C'est absolument pas familial. Moi, je viens d'une famille où il n'y a jamais eu d'engagement politique. Mes parents sont éloignés de ça, ma famille est éloignée de tous ces engagements-là. Par contre, j'ai une famille qui a toujours été engagée dans le milieu associatif. Moi-même très engagée aussi dans le milieu associatif, avec nos enfants, voilà. Et je dirais que j'ai toujours eu le goût des autres. Et que le goût des autres, petit à petit, s'est transformé en goût pour l'intérêt général. Voilà, ça a été un glissement assez facile pour moi. À cette question, il y a beaucoup de gens qui sont entrés en politique qui me disent qu'ils voulaient faire changer les choses. Est-ce que vous, c'était cette envie de faire changer les choses? Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui d'avoir fait bouger un petit peu les choses? Oui, l'envie de faire bouger certaines lignes, l'envie d'accompagner surtout, l'envie d'être aux côtés d'eux. Et voilà, comment vous dire, l'envie de l'engagement, juste l'engagement. Et cet engagement, justement, pendant cette campagne de sénatoriale, on a ressenti qu'il avait vraiment besoin d'être valorisé, d'être accompagné, l'engagement en milieu associatif, mais pas que, l'engagement aussi des élus locaux qui parfois, sans compter leur temps, sans compter l'implication et l'impact sur leur vie professionnelle, vie familiale, donnent de leur temps, donnent de leur énergie. C'est un engagement qui est très lourd. Juste une aparté, j'ai l'impression que ces élections sénatoriales, on est moins dans la politique. J'ai l'impression que gauche-droite, c'est pas tellement les critères, c'est surtout être présent, c'est surtout faire avancer les dossiers. Peut-être qu'il y a un gros besoin de retrouver de la proximité, effectivement. Peut-être qu'il y a un gros besoin de montrer qu'on est là pour rassembler, pour être aux côtés des élus. Voilà, peut-être qu'il y a effectivement moins... Au service des citoyens? Oui. Alors au service des citoyens, pas que, puisque le Sénat, c'est la chambre représentative des territoires. Donc en filigrane, au service... des maires, des élus locaux et par leur intermédiaire, grâce à eux, au service effectivement des habitants. Alors l'actualité, on l'a dit, c'est les sénatoriales. Comment vous vous êtes retrouvés sur cette liste et comment on forme une liste pour les sénatoriales? Parce qu'il y a deux choses à préciser. L'élection déjà c'est dimanche 24, donc dans quelques jours. C'est une élection qui est faite par les grands électeurs. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui va voter. Là aussi, c'est aussi un peu compliqué à faire passer les messages. Comment vous vous êtes retrouvés sur cette liste et comment on forme une liste finalement? Parce qu'il y a 5 personnes sur une liste, ou 6, je sais ça, 6. Effectivement, un besoin de pédagogie. Vous avez raison, 1865 grands électeurs dans le département de la Loire, un scrutin à un seul tour. On vote tous au même endroit, à Saint-Étienne, c'est pas banal. Et puis, donc, on présente chacun une équipe, une liste de 6 noms, puisqu'il y a 4 sénateurs à renouveler dans le département. Donc 4, on considère sur chaque liste. On renouvelle tous les 6 ans ou tous les 3 ans? On renouvelle tous les 3 ans le Sénat à moitié, de moitié. Avant, quand les sénateurs étaient élus pour 9 ans, on le renouvelait par tiers. C'est ça, c'était 9 ans avant. Voilà. Une éternité donc. Voilà. Et comment vous vous êtes retrouvés sur cette liste? Peut-être juste pour préciser, on ne raye pas les bulletins. Moi, je ne suis pas grand électeur, donc je ne pourrais pas rayer le mien. On ne raye pas les bulletins et on ne met qu'un seul bulletin. La question nous a été posée de savoir, il y a 4 sénateurs, comme il y a 6, 7 listes, enfin c'était pas encore... 7. Voilà, mais quand on nous a posé la question, ce n'était pas encore défini. Combien on met de bulletins? Voilà, donc je précise qu'on met un seul bulletin. Et après, c'est au pourcentage de nombre d'élus. Voilà, c'est ça. Un calcul
Donc là, vous avez fait vos calculs, vous savez à peu près, il y a des idées ou alors c'est l'inconnu? Il y a toujours un peu d'idées et un peu d'inconnu. On m'a dit que vous espériez 3 élus sur votre liste. Oui, alors je vais vous expliquer pourquoi on espérait 3 élus. Parce que pour nous, avoir 3 élus, un par arrondissement, l'arrondissement de Saint-Étienne, l'arrondissement du Rouennais et l'arrondissement du Montbrison-Forêt, ça aurait du sens en termes de maillage territorial, d'organisation de la méthode qu'on aimerait mettre en place après les élections, méthode de concertation en amont des textes importants qui arrivent au Sénat, notamment sur l'organisation territoriale, des textes qui ont un impact fort au niveau législatif sur les fonctions des élus locaux. Ça veut dire que 3 sénateurs sur 4, c'est quand même un gros score qu'il faut faire. Oui, mais c'est un gros score qu'il faut faire, c'est une grosse ambition. Mais moi, je considère que c'est sain d'avoir de l'ambition parce que ça permet de se projeter. En général, quand on joue un match, on joue pour gagner, pas pour perdre. Ouais. Si jamais vous n'êtes pas élu, ce serait une grosse déception. J'ai vu sur les réseaux qu'il y a quand même un gros investissement. Il y a un très gros investissement en termes de présence, d'organisation de cette campagne. On a construit une équipe il y a longtemps. Il y a de longs mois qu'on s'est concerté, qu'on a discuté les uns avec les autres. On aurait pu avoir tous des velléités. Et puis on a cherché à jouer collectif. On s'est dit comment on peut, nous élus qui nous connaissons, qui nous apprécions, chercher à rassembler, à faire en sorte que on construise une équipe qui soit au plus près de ce territoire que moi, à titre personnel, m'a beaucoup apporté. Je dis souvent, moi, la Loire m'a beaucoup donné et j'ai envie de continuer de donner en retour. Voilà. Justement, si vous êtes élu, vous allez faire quoi, Sénat? Parce qu'on a un peu l'image de quelque chose de vieillissant, des messieurs qui sont un peu en train de faire la sieste après un bon repas. Comment vous allez justement, on en parlait aussi au début de cet entretien, faire bouger les choses au Sénat? Vous savez, quand on s'engage, on a toujours la volonté de faire avancer les choses. Moi, je dis souvent, j'y vais pas pour m'endormir. Je suis une grosse travailleuse, une besogneuse. Je crois que c'est un mot très régional, ça, besogneuse. C'est un trait régional? Oui, peut-être. C'est un mot qui est... Ah oui, c'est un mot qui est... J'ose pas dire que c'est du patois, mais presque. C'est local. Oui, c'est local, voilà. C'est l'ancrage 42. Oui, c'est l'ancrage 42, besogneux, oui. Voilà, bon après, on est tous des personnes qui avons beaucoup travaillé, qui continuent de travailler. On a envie d'avancer ensemble, de construire quelque chose. On est en plus complémentaires sur les sujets. Hervé Reynaud, très aguerri sur tout ce qui est finances publiques, sur l'aménagement du territoire aussi. Il explique souvent que sa ville de Saint-Chamond, c'est un cœur de vallée très urbain, et puis les coteaux qui sont très agricoles. Voilà, c'est une commune extrêmement étendue, donc il a eu à cœur de l'aménager au regard de cette typologie-là. Et puis Olivier Joly aussi, très intéressé par tout ce qui concerne également les finances publiques, le développement économique. Et puis moi, vous l'avez compris, tout ce qui concerne les politiques sociales, par ma profession d'infirmière, par mes engagements locaux aussi, par ce que j'ai pu porter comme dispositif au sein de Rouen Agglomération, au sein de la ville de Rouen, pour les familles, pour la petite enfance. Et puis ces fonctions que j'ai aussi à l'AMF nationale, puisque j'ai la chance de co-présider depuis 2 ans et demi un groupe de travail sur la petite enfance, sur ce sujet exclusivement, avec des enjeux importants qui vont arriver pour les élus locaux sur ce volet petite enfance et qui concerne aussi l'aménagement du territoire. Je dis souvent l'aménagement du territoire, c'est pas que l'urbanisation, c'est pas que l'artificialisation, c'est aussi apporter des services. Les services, c'est aussi des modes de garde pour les familles. J'imagine que les familles sont de plus en plus demandeuses, parce qu'on a l'impression que tous ces services entre guillemets publics disparaissent. C'est pas que les familles sont de plus en plus demandeuses, c'est que petit à petit l'État se retire, que petit à petit les services disparaissent, que le dernier service public qui reste et le premier qu'on pousse, c'est la porte de la mairie. Et qu'il y a une vraie inquiétude aussi des élus locaux de voir ce dernier service public disparaître, c'est-à-dire cette mairie, la maison commune, disparaître. Pourquoi? Parce que les élus auront peut-être demain du mal à s'engager, au regard des contraintes qui leur sont imposées, des difficultés de gestion en autonomie de leur commune, financière, administrative, et puis parce qu'il y a une grosse pénurie aussi de secrétaires de mairie. Il y a une grosse pénurie de secrétaires de mairie. 23 000 secrétaires de mairie actuellement sur le territoire national. Il y en a 8 000 qui sont dans les 2 ans qui devraient partir à la retraite. C'est énorme. Le président du Sénat nous en a parlé quand on l'a rencontré, Gérard Larcher, avec là aussi des actions qui sont mises en place localement pour essayer d'accompagner à la formation et d'accompagner au recrutement. Ça veut dire qu'on n'a pas anticipé, qu'on n'a pas formé des gens. Ça s'est passé comment là aussi concrètement? Parce qu'on est toujours en train de dire aujourd'hui il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, et après on dit il y a trop de chômeurs, donc il y a vraiment un problème d'équation là. Je n'ai pas été très longtemps à l'école en maths, mais il y a quand même un problème d'équation, non? Il y a peut-être un problème sur les formations, effectivement, sur l'attrait de certains métiers, sur le pouvoir d'achat, avec des rémunérations qui ne sont pas attrayantes. Pas à la hauteur. Pas à la hauteur.
avec voilà, des dispositifs à remettre à plat certainement, et sur le plan des formations et sur le plan des rémunérations. Si vous êtes élu au Sénat, vous siégerez dans le groupe LR? Dans le groupe majorité sénatoriale qui comprend effectivement les LR jusqu'au centre. Ça veut dire que vous allez être dans l'opposition au gouvernement, ça veut dire que vous allez voter parfois contre, parfois pour. Comment ça se passe techniquement là aussi quand on est... C'est vrai que c'était facile avant, hein, c'était gauche-droite. Maintenant c'est un peu le flou, donc on aime bien comprendre les choses. Oui, alors, bon, moi je dis... Il y a beaucoup de gens qui nous parlent d'indépendance oui. aussi. Alors le Sénat, on l'a beaucoup entendu nous sur le terrain. On a rendu visite à peu près à 304, 305 communes. Sur les 323, certaines on a regroupé, il y en a qui m'ont dit, moi dans mon territoire, fais pas tous ces kilomètres, on va se retrouver tous ensemble, voilà. Après, donc on a entendu effectivement cette question de savoir où on se situait, comment on s'organiserait, et on a surtout entendu que les élus considèrent que le Sénat est la stabilité de notre démocratie. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une majorité qui est assez relative à l'Assemblée nationale, avec parfois des débats qui ne sont pas tout à fait aboutis. On a bien vu, jusqu'à des foires d'empoigne. Moi, j'allais vous dire, l'Assemblée nationale, pour moi aujourd'hui, c'est l'image que j'ai, c'est un sacré bordel. Oui, il y a eu des après-midi où on avait l'impression d'être plus à une AG étudiante qu'à l'Assemblée nationale avec des députés. Et le Sénat joue un rôle de stabilité important. D'ailleurs, le sénateur Larcher nous l'a dit, que le Sénat était vraiment beaucoup consulté et un pilier de cette stabilité et du fonctionnement. Voilà. Donc l'équilibre est beaucoup recherché auprès du Sénat. Il nous a également dit que dans la majorité sénatoriale, on était libre. Qu'on n'était pas des idéologues, qu'on ne disait pas oui par obligation et non par idéologie, ou l'inverse. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà, moi ça m'a beaucoup plu. Moi je me sens libre, mais je sais où j'habite, je sais que je siégerai dans cette majorité sénatoriale qui va de la droite républicaine, démocrate, au centre droit. Voilà. Ce qui est tout à fait logique et ce qui est tout à fait clair pour les électeurs. Il me semble. Un message clair. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter sur les sénatoriales? Il y a des envies là aussi, un sujet particulier que vous avez envie de porter? Moi, je peux vous dire que le sénateur est amené à siéger dans une commission, une seule, sur les 7 commissions. Que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de siéger dans la commission sociale, qui comprend effectivement la petite enfance, la santé, tous ces sujets qui, moi, m'intéressent beaucoup. Le socle familial, l'organisation territoriale pour amener des modes de garde. Voilà, tous ces sujets autour de la santé et des services qu'on peut apporter aux habitants. Je viens de me rendre compte qu'il y a une question qui ça fait très très longtemps que je n'ai pas posée, donc je vais donc vous la poser. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme de faire de la politique aujourd'hui par rapport à un homme, évidemment? Alors, Parce qu'on est pour la parité aujourd'hui. J'ai toujours du mal à répondre à cette question. D'abord, moi je me la pose, j'ai toujours du mal. Donc j'ai vraiment du mal non seulement à vous répondre, mais aussi à me répondre à moi. Est-ce que c'est plus difficile pour moi de faire de la politique? Peut-être un petit peu. Parce que je pense, la charge mentale... Surtout le Sénat qui est dans l'esprit, c'est vraiment un temple des hommes, quoi, presque, le Sénat. Oui. Bon, la charge mentale est peut-être forte pour les femmes, effectivement, parce que peut-être qu'on n'appréhende pas le souci des enfants de la même manière. Moi, j'ai démarré ces aventures politiques, mes enfants étaient très petits, très jeunes, ont mal vécu certaines choses. Où quand on a des affiches qui sont bariolées, il faut expliquer aux enfants. Ah mais je vous envie pas du tout. Hein. On reste je vous laisse votre place. C'est le monde de c'est très compliqué. Ouais. Mais c'est un monde un peu macho quand même. Plus difficile. Oui, peut-être un peu plus difficile. Il faudrait qu'on se revoie pour en parler. Je serais. Quand vous voulez, quand vous serez sénatrice, ça me fera l'occasion d'aller vous voir au Palais du Luxembourg. Pourquoi pas. On va revenir dans le département. Tout d'abord au conseil départemental. J'ai vu que vous vous occupiez des collèges. Oui. J'ai toujours eu cette question au fond de moi. Pourquoi le département s'occupe des collèges et pourquoi la région des lycées? Qu'est-ce qui est si différent? On va questionner votre législateur. Ouais, si je l'attrape. Non mais c'est vrai, pourquoi cette différence? Vous le savez ou pas? Non, et les communes s'occupent des écoles primaires et maternelles. Ouais, c'est ça. C'est organisé comme ça. C'est ce qu'on appelle le millefeuille territorial qui organise les choses ainsi. Les départements s'occupent des collèges. Donc vous vous occupez de tout ce qui est collège, et dès qu'ils ont fini le collège, c'est plus vous. Et voilà, c'est plus nous. C'est plus nous. Et votre rôle, alors, il consiste en quoi? Alors nous, on gère les bâtiments. On gère, donc on a une politique bâtimentaire, donc on a refait un plan pluriannuel d'investissement pour
essayer d'aller sur des gains d'économie d'énergie, sur la gestion des espaces aussi de façon un peu différente, au regard des nouvelles modalités d'enseignement. Voilà. Donc on a un plan bâtimentaire, si je peux dire, on s'occupe du volet bâtiment. On a des agents qui sont rattachés à la direction de l'éducation, il y en a près de 500. Près de 500 agents rattachés à la direction de l'éducation qui travaillent dans les 50 collèges publics. Donc des agents de cuisine, des chefs de cuisine, des agents d'entretien, des agents d'accueil. Voilà. Et puis on a également une politique éducation qu'on essaie de structurer autour de plusieurs axes pour accompagner les enseignants et pour accompagner les collégiens et leurs familles. On les accompagne, mais on n'a pas des thèmes où on pousse. Alors, justement, voilà, 3 orientations qu'on a redéfinies justement. Moi, j'ai voulu recadrer un petit peu les choses. 3 orientations. La première, un plan alimentaire que j'ai remis sur rail, notamment après le Covid, après la date de notre élection. Pourquoi ? Parce qu'on a un vrai levier d'action sur ce temps entre midi et 2. Ce sont nos agents qui travaillent, ce sont nos bâtiments, c'est nous qui achetons le matériel. Et puis parce qu'en tant que soignante, je pense qu'on a un axe fort à développer autour de l'accompagnement à la santé. On prend le temps de se poser, on s'assied pour déjeuner, on ne mange pas debout avec un paquet de chips. On s'assied, on essaye de manger des produits locaux, des produits de saison. Et puis on travaille aussi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur le bien manger, bien vivre ensemble, lutte contre l'obésité, enfin voilà, tous ces axes-là qui me semblent importants. Un deuxième axe autour de apprendre par le numérique. Donc là aussi, on a remis à plat les dotations que nous devons, nous départements, au collège pour faire en sorte qu'ils aient un socle commun et puis peut-être un petit peu amender, améliorer collège par collège. Donc apprendre par le numérique, voilà. Je le fais rapidement. Et puis, troisième axe, autour de se projeter dans l'avenir avec confiance. Moi, on a fait, voilà. De bien jolis mots. Quand je vous parlais de l'ambition tout à l'heure, pour moi, c'est un mot important. L'ambition, se projeter dans l'avenir. Quand on a de l'ambition, ça veut dire qu'on voit l'avenir. Oui, c'est avoir un projet. Voilà. Et un projet, généralement, ça nous pousse. Et bien voilà, et ça nous fait avancer. Donc, j'aimerais vraiment que tous les collégiens aient un projet et de l'ambition. Et pour ça, il faut leur donner des outils. Pourquoi pas aller découvrir les métiers, voilà, il y a tout un tas de choses. Et puis là, on va peut-être regarder aussi pour les accompagner sur la lutte contre l'harcèlement. Voilà. C'est un sujet dont on parle beaucoup. Voilà, en lien tout ça, bien sûr, avec l'Éducation nationale, notre partenaire fort. Voilà, il faut qu'on travaille ça en lien, sinon il faut qu'il y ait une adhésion forte des enseignants. Ça veut dire qu'entre 2 départements, je ne sais pas, on va dire la Loire, puisqu'on parle de la Loire et la Haute-Loire, il y a des variations donc, dans ces thèmes-là alors. Sur ces thèmes-là, oui, on peut avoir des variations. Oui. Après, sur la structuration bâtimentaire, il n'y en a pas beaucoup. Et est-ce que quand on est de Roanne, Je peux juste Non, mais allez-y, vous êtes chez vous. Sur les collèges, vous parlez de la Saône-et-Loire ou de l'Allier ou le Rhône, tous ces départements, l'Ardèche, tous ces départements de la région. On a une particularité dans le département de la Loire en ce qui concerne les collèges. 2 particularités. La première, on a des agents d'accueil. Oui. Il y a peu de départements maintenant qui maintiennent les agents d'accueil. Pour la sécurité. Pour la sécurité, pour l'accueil. Pour être là en présence. Voilà. Et puis il y a une deuxième particularité, outre tout ce volet éducation que je vous ai expliqué, une deuxième particularité, c'est qu'on maintient les collèges de petite taille. Et on a même à cœur d'en prendre bien soin. Et ça dans un souci de proximité, de maillage territorial. Voilà, on fait en sorte de maintenir avec une cantine, avec tout ce qui va bien, les collèges de petite taille. Peut-être pas la question à poser, mais on a visuellement ou dans la tête un peu une frontière entre Saint-Étienne et Roanne. Est-ce que quand on est un élu du département, qu'on est à Roanne, est-ce qu'on facilite plus les dossiers de son côté ou alors on est vraiment, je sais ce que vous allez me répondre, mais on est vraiment libre d'aider tout le département? Alors, spontanément... Je pense qu'il doit y avoir des pressions aussi un peu. Spontanément, alors des pressions pas vraiment, mais spontanément, le Rouennais est effectivement tourné plus vers le Rhône. C'est vrai que les jeunes vont souvent faire leurs études à Lyon. Ça c'est historique, hein, ça je ne le maîtrise pas du tout. Par contre, quand on est élu départementaux, on a une vision très départementaliste. Très départementaliste. D'ailleurs, le jour où sera remis peut-être sur la table l'idée du conseiller territorial, on défendra certainement une position départementaliste. Donc vous avez des journées bien chargées avec la préparation du Sénat, oui. le conseil départemental. Quel est votre rôle aussi en tant que première adjointe dans la ville de Roanne? Parce que j'imagine que vos journées doivent durer 42 heures. Peut-être pas. Je gère les finances, moi, à la ville. Voilà, je gère les finances à la ville. Donc si j'avais une subvention, je viens vous voir. Oui, mais c'est pas sûr que je vous l'accorde. J'ai aucune légitimité à Roanne, donc je ne vous la demanderai pas. Voilà. Donc vous, c'est que les finances? C'est les finances et l'habitat social, mais c'est les finances qui me prennent... Aujourd'hui, Roanne, c'est quoi? C'est une ville qui a... Je vois, c'est une ville qui évolue, c'est une ville qui a changé.
C'est quoi l'avenir de Roanne dans votre esprit? Oui, c'est vrai que quand on avait pris rendez-vous, vous m'aviez dit on parlera des J'y avais beaucoup de choses, mais on peut pas parler oui, puis ça va peut-être être long. Non, mais on a le temps. Ça va être long. Regardez après. Dans le Rouennais, mon rôle, moi je me sens très implantée sur tout ce qui concerne les politiques sociales, l'aménagement du territoire. Ça, j'ai vraiment à cœur, vraiment un souci de faire en sorte qu'on apporte, avec beaucoup de difficultés, je le reconnais, les mêmes services partout. Voilà. Donc, pour ce qui concerne par exemple la petite enfance, les politiques de maintien de services, pour l'habitat, l'amélioration de l'habitat aussi, on a mis en place des dispositifs à destination des 40 communes. Voilà, rapidement. Les grands chantiers de Roanne, c'est quoi? Et pour la ville de Roanne, les grands chantiers, c'est cet îlot Foch-Sully qui avance bien. Le terrassement est bien avancé. La commercialisation a démarré, les choses avancent bien, évoluent bien, les Rouennais voient le chantier évoluer. Il y a une vraie attente des commerçants, c'est un projet qui a été travaillé avec eux pour faire en sorte de capter les clients en hypercentre, puisque les villes de taille moyenne, le risque c'est que les clients, les consommateurs et puis ceux qui aiment bien faire les boutiques aillent ailleurs pour les faire. Saint-Étienne, vous voyez les réflexes. Roanne, pour moi, dans mon esprit et sur ce que je vois sur les réseaux, notamment à travers le festival des tables rondes, là. Roanne table ouverte. Roanne table ouverte, voilà. Mais table ronde aussi. C'est pas tout à fait le bon terme. On a l'impression que c'est une ville, et c'est un passé en plus gastronomique. Oui. Est-ce que c'est toujours une ville de gastronomie? Oui, je ne parle pas de... Des étoiles qui viennent Non, vous savez, c'est pas une andouillette, je le vois sur toutes les foires, mais j'ai mangé le nom. L'andouille de Charlieu? Voilà. Oui, d'accord. Parce que je prends toujours ça pour moi, l'andouille de Charlieu. Roanne, c'est une ville gastronomique. Ah oui. C'est quelque chose qu'on met en avance aussi dans sa communication? C'est quelque chose qu'on met en avant. On a ce beau festival Roanne table ouverte, effectivement. On a vraiment une ville où il fait bon vivre, où il faut bon manger, bien manger, et on aime que les gens se sentent bien accueillis. Et mon petit doigt me dit... Et puis il y a du bon vin aussi dans le Rouennais. Oui, il y a toute une région qui... avec la route des vins, là. La route des vins qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. J'ai vu. Et puis j'allais dire aussi à Roanne, du côté de Renaison, il y a aussi des spectacles avec un cabaret tout neuf. Un cabaret de l'élégance, oui. Un cabaret tout neuf qui est magnifique, des jolis spectacles. Voilà. Pour conclure, j'ai une dernière question un tout petit peu polémique, et j'en profite, vous êtes dans le département de la Loire. Je me rends compte que quand on sort de notre département, quand on dit la Loire, les gens ils ont du mal à le situer. Oui, alors la Loire, c'est quelque chose de très très vague pour les Français. C'est pas polémique. Comment on l'explique ça? Alors, tout à l'heure, parce que c'est un énorme boulot de longue haleine, de travailler sur l'attractivité. Tout à l'heure, quand je vous parlais de l'AMF, effectivement, avec cette casquette que j'ai, où donc je pilote ce groupe de travail, il y a une centaine de collectivités présentes. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, les grosses métropoles, mais aussi des territoires beaucoup plus petits, beaucoup plus éloignés. Et quand moi je dis que je viens de la Loire c'est Nantes, effectivement, c'est les châteaux de la Loire, mais c'est pas notre grand département tout en longueur, du tout. Et il situe les Verts, Saint-Étienne, mais même pas dans la Loire. Vous savez, les Verts, Saint-Étienne, oui, mais... moi, je me suis rendu compte avec le temps, c'est que quand on veut parler de Saint-Étienne, on est obligé d'y coller Lyon à côté, pour que les gens la situent quelque part. Un petit peu. Alors les choses bougent, je trouve, les choses évoluent. Il y a un énorme travail qui est fait, il y a des élus qui le portent, avec beaucoup de ferveur. Donc, surtout que vous avez un député dans votre région de Roanne qui est très... Antoine Vermorel, qui est très dynamique, cherchez le mot, et qui s'occupe du tourisme dans la Loire. Et qui est très fédérateur. Est-ce qu'on a un mot à rajouter, puisqu'à quelques heures et même quelques jours des sénatoriales, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à souligner, donner envie à ces grands électeurs, ces fameux grands électeurs, d'aller voter pour votre liste? Vous savez, notre liste, on l'a appelée Ensemble pour la Loire. Et ensemble, je crois que le mot, il a été vraiment choisi. On a mesuré ce qu'on disait, on a pris des engagements qu'on a mis sur le papier. On aura à cœur de beaucoup travailler et de ne jamais opposer les territoires. On a bien conscience qu'on ne gère pas une commune urbaine comme on gère une petite commune rurale. On a bien conscience que l'organisation territoriale, c'est un enjeu de demain. Et on sera vraiment tout à fait à leur côté et disposés à travailler pour chacun d'entre eux. Et pour rester dans l'actualité, on voit ce qui se passe ces jours-ci à Lampedusa, que je ne dise pas de bêtises. Oui. Est-ce que Roanne est prête aussi à accueillir des migrants? Roanne prendra ses responsabilités. Dernière question subsidiaire. 2026, c'est presque demain. Est-ce que déjà, Roanne, on travaille sur 2026? J'imagine que vous voyez à quoi je fais référence? Non. Les prochaines élections municipales? Oui, je sais bien. Non, je sais.
J'ai vu beaucoup de villes où ça commence déjà à bouger un petit peu. Ça va aussi bouger ici à Saint-Etienne. On est à mi-mandat. Escarouane, ça commence à... Non, on est à mi-mandat. Là, on est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Vous voyez bien que la ville bouge énormément et c'est au prix d'un énorme labeur. Eh ben, j'ai envie de vous dire bon travail. Merci. Bon courage. Merci. Et puis j'ai même envie de vous dire, si j'ose, si vous êtes sénatrice à partir de dimanche soir, il faut qu'on se revoie pour me parler du Sénat la prochaine fois. Avec plaisir. Clotilde Robin, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à Saint-Etienne Oui. pour nous répondre. Et puis encore une fois, bonne chance. Merci. C'est la démocratie. Ben oui, absolument. Merci.